J'espère que vous avez bien travaillé pendant la fête du travail. Aujourd'hui, on va sortir du data flow déterministe. En quelque sorte, on va sortir du ciel où on va descendre pour aller dans le purgatoire. Je ne vais pas dire l'enfer, parce que l'enfer, c'est les moniteurs. Et on va pas ça. On va descendre dans une autre façon de faire la programmation concurrente. D'abord, quelques secondes de respect pour les Ukrainiens qui se battent pour leur liberté et la nôtre. Ok, on est un tout petit peu en retard, on est en semaine 11, donc on ne fait pas pour le 10-11 là. En fait, ce que je voudrais expliquer aujourd'hui, la concurrence pour les nuls ne marche pas toujours. C'est super agréable, mais on ne peut pas toujours l'utiliser. Il y a des applications qu'on ne peut pas écrire comme ça. C'est inhérent. C'est une sorte de barrière fondamentale qu'on ne peut pas éviter. Et c'est ça que je vais expliquer. Il y a une barrière entre deux manières de programmer. Et un concept qui est vraiment cette barrière, c'est le non-déterminisme. Et on va donc aller au-delà du data flow déterministe. On va ajouter un concept au langage noyau. Vous vous souvenez, on a dit que dans le langage noyau, on a un paradigme, on fait des choses, et quelquefois, on a besoin d'ajouter un concept pour aller plus loin. On a déjà ajouté des threads. À un certain moment, j'ai parlé des cellules. Aujourd'hui, je vais ajouter un autre concept qui s'appelle un port. C'est un genre de canal de communication. Vous allez comprendre ça. Et je vais définir deux nouveaux paradigmes. D'abord, Message Passing Concurrency, concurrence par envoi de messages. On appelle ça aussi multi-agent acteur, des acteurs, on appelle, quand on parle de acteurs paradigme, c'est ça. Et le deuxième, c'est le data flow déterministe avec des ports. Le deuxième, on essaie de voir le beurre et l'argent du beurre. Ça veut dire qu'on essaie de rester dans le data flow déterministe aussi longtemps que possible, comme on a fait avant, et on le sort, on ajoute des ports uniquement quand c'est nécessaire. Donc en fait, ça marche très bien, parce qu'en fait, on n'en a pas beaucoup besoin. C'est essentiel. C'est curieux, hein, ce concept. On ajoute à des toutes petites quantités et ça marche. Mais si on le laisse tomber, ça ne marche pas. Donc on en a vraiment besoin. Et vous allez comprendre pourquoi. Je vais vous expliquer, vous montrer des exemples de limitations du data flow déterministe. Donc dans les cours précédents, on a vu la concurrence pour les nuls. C'est ça le data flow déterministe. C'est vachement facile, c'est comme la programmation fonctionnelle. On peut ajouter des threads à volonté et le programme marchera toujours. Ça, c'est vraiment bien. On va simplement enlever des blocages éventuels si on ajoute des threads. Malheureusement, on ne peut pas toujours faire ça. Et c'est parce que c'est déterministe. En fait, la limitation vient de l'avantage. Le data flow déterministe, c'est de la programmation fonctionnelle, donc les programmes sont déterministes. Alors, si on doit écrire un programme où le non-déterminisme doit être visible, bizarre, hein? Je vais vous montrer un exemple. Alors, on ne peut pas l'écrire en data flow déterministe. Donc, le non-déterminisme, quelquefois, il faut le voir, on ne peut pas le cacher. Ça doit changer le comportement du programme. Comment est-ce que ça c'est possible? Alors pour ça, je vais vous donner un exemple et j'espère que ça va vous aider à mieux comprendre le non-déterminisme. Et je vais vous donner un exemple. C'est une application très simple qui s'appelle client-serveur. C'est un sorte de pattern très très utilisé dans les systèmes informatiques aujourd'hui. Donc un client-serveur, c'est un ensemble de clients, donc des petits programmes, qui parlent avec un autre
une autre application qui est le serveur. Et tous sont concurrents. Donc les clients vont envoyer des messages. Les clients vont envoyer des messages et le serveur va recevoir les messages d'un client, répondre au message et renvoyer une réponse. C'est très simple. Hein? Ça s'utilise partout sur l'Internet. Hein? Dans le web commerce, toutes les applications web commerce sont des serveurs et votre navigateur, c'est un client. Donc ça s'utilise tout le temps. Hein? Amazon, votre navigateur envoie des messages chez Amazon. Là-bas, il y a un serveur qui renvoie les réponses. Et après, on a les affichages et tout le reste. Donc ce sont des clients serveurs. Donc c'est vachement utilisé partout. C'est bien, hein, client serveur. Malheureusement, on ne peut pas écrire un client serveur en Dataflow déterministe. Pourquoi? Ça a l'air simple, hein? On a des clients qui envoient des messages, qui reçoivent des réponses, mais on ne peut pas faire ça. Alors, je vais essayer de vous expliquer la raison profonde pour ça. Voici un diagramme. Voilà à quoi ressemble une application client-serveur. Donc, il y a un ensemble de clients. Donc, les boîtes, ce sont des programmes qui tournent, hein, pour voir ça comme des threads. Les flèches, ici, ce sont les liens de communication. Les clients, chaque client peut envoyer un message au serveur. Hein, chaque client a un lien au serveur et qui peut envoyer un message à n'importe quel moment. Et ici en bleu, c'est le requirement, la condition. Le serveur reçoit chaque message, fait un calcul local et renvoie la réponse tout de suite. Quand je commande chez Amazon, je ne peux pas attendre des minutes, des heures, je veux une réponse. Donc c'est ça la condition pour que ça marche. Alors, on va essayer d'écrire ça en Dataflow déterministe. Ok? On va essayer et on va voir ce que ça donne. Supposons pour la simplicité qu'il y a deux clients. Chaque client a un stream, C1, C2, S1, S2, et ici il y a le serveur. Donc les deux streams vont être envoyés au serveur. Ça a l'air simple. Hein? Voici un code. Serveur, ça va tourner dans un thread. Hein? Les deux clients, S1, S2, et on va utiliser un case. Là, je les mets ensemble parce que je dois recevoir des messages de n'importe quel client, de S1 ou S2. Si S1 envoie un message, alors S1, ce sera M1T1, et le premier case va traiter M1, et on continue avec l'appel récursif. S'il y a M2 client 2 qui envoie un message, ce sera S2 qui sera lié, et on va traiter M2 et ça va continuer. Hein? Voici un possible programme. Malheureusement, ce programme ne marche pas. C'est buggé. Ce truc ne marche absolument pas. Quel est le problème? Ah, très intéressant, oui? Ça va s'occuper de S1 jusqu'à la fin, et puis de S2. Pardon? Ça va s'occuper seulement de S1, et puis de S2. Il s'occupe de... J'ai pas compris. Il s'occupe de S1? Oui, et après de S2. Ah, mais il s'occupe des deux qui sont mis ensemble, là. Il s'occupe des deux en même temps. Non? Oui, mais la condition est d'abord pour S1. Oui, il va, dans un premier pattern, prendre un message de S1, et dans le deuxième pattern, il prend un message de S2. Mais en fait, oui, je pense que tu as un peu compris. En fait, ça ne marche pas, ça ne peut pas marcher. Et c'est la sémantique du case qui nous empêche de faire que ça marche. Comment est-ce que ça marche un case? Bien, le deuxième pattern est pris quand on ne peut pas faire réussir le premier pattern. Mais il n'y a pas de possibilité de ça. Je veux dire, S2, S1,
de temps en temps, il y aura un message qui vient de S1. Mais on ne va jamais avoir S1 ou S2 qui vont être liés, qui vont faire en sorte que le premier pattern il ne sera jamais pris. Il y a toujours un moment où ce sera pris. Et donc, le deuxième pattern, il ne sera jamais choisi. Jamais. Il va toujours attendre le premier et il ne passe jamais au deuxième. C'est bizarre. On va continuer. Je vais vous montrer d'autres exemples et après, on va aller vers exactement pourquoi. Parce que, ok, on pourrait dire, ah, c'est un problème avec les cases. Hein? Pourquoi il doit faire pattern par pattern? Ok, bonne question. On va continuer d'autres tentatives. Supposons que c'est maintenant le client 2 qui envoie un message et le client 1 n'envoie rien. Eh bien, on peut avoir une autre définition ici. Et la différence, c'est qu'on attend sur S2. Hein, le premier dans neutre. Ici, dans le premier exemple, on attend sur S1. Et le S2 part, c'est dans le deuxième pattern sur S2. Ici, on attend sur S2. Le S1 est dans le deuxième pattern. Mais qu'est-ce qui se passe si le client 1 envoie un message et le client 2 n'envoie rien? Possible, hein? Le client 1 passe une commande chez Amazon, le client 2, il n'est pas à son ordi, il est en train de manger. Hein? Donc, il y a un message qui passe client 1. Mais rien chez client 2, et donc le case, il reste bloqué sur M2, T2, parce qu'il n'y a rien qui arrive par client 2. Donc, quoi qu'on fasse, on peut contenter un client, mais pas l'autre. Bizarre. Bon, voici une troisième tentative. Voici qu'on reçoit des deux clients. On a S1, S2, et on arrive M1, S2 et M2, S2. Donc, ce serveur-là va prendre un message du client 1 et un message du client 2. Donc, si client 1 envoie un message et client 2 envoie un message, c'est bon. Mais ça aussi, c'est bloqué. Ça ne marche pas dans le cas général. Pourquoi? Oui? C'est ça, mais je me dis, tant que le client 1 n'a pas vu de message, par exemple, le client 2 va avoir un message, il y en a un qui va devoir attendre sa réponse. Oui, exact. Donc, si client 1 envoie un message et le client 2 n'envoie rien, eh bien, le case va rester bloqué parce qu'il ne peut marcher que si on reçoit un message de chaque client. Il y a deux patterns ici. Hein? Il y a M1 T1 et M2 T2. Donc celui-là ne peut prendre des messages deux à la fois. Donc quelle est la raison profonde? C'est un problème avec le case? Mais non, ce n'est pas un problème avec le case. Le problème, c'est parce que le case est obligé à respecter le déterminisme. C'est ça le problème. Le case attend sur un pattern. Un seul pattern, et ce pattern, où il arrive, ou il n'arrive pas. C'est totalement déterministe, hein, c'est du data flow. Le case attend, et quand le pattern arrive, c'est bon. Il n'y a jamais de choix, jamais de non-déterminisme. Et le case ne peut donc attendre que sur un pattern, faute de quoi l'exécution serait non déterministe. Mais le serveur, ça ne suffit pas pour le serveur, parce qu'il y a deux choses possibles qui peuvent arriver. Ou on a un message M1 de client 1, ou on a le message M2 de client 2. Chaque pattern est possible. Possible que le client 1 envoie un message et client 2 ne fait rien. Mais l'inverse est possible aussi. Client 2 envoie un message, client 1 ne fait rien, et le serveur doit marcher dans les deux cas. Ça veut dire qu'il y a deux patterns possibles que le serveur doit accepter. Et ça dépend de quoi? Ça dépend, quand est-ce que le client va envoyer son message, ça dépend aussi du réseau, du temps que le message prend pour passer du client au serveur, ça dépend de plein de choses à l'extérieur du programme. Donc la décision
quel pattern accepté, ça vient de l'extérieur du programme. C'est exactement un cas de non-déterminisme. Le non-déterminisme, ce sont des choix de quoi exécuter qui sont faits à l'extérieur du programme. Hein? On avait déjà vu ça dans le scheduler. Le scheduler choisit quel thread exécuter. Hein? Et on ne sait pas lequel. C'est un choix. Mais ici, il y a toujours des choix de scheduler, mais en fait, les choix sont imposés de l'extérieur. Si un message arrive d'un client C1, alors, en principe, le scheduler va voir ça et va activer le thread qui traite de ça. Donc, le scheduler lui-même va obéir aux événements extérieurs. Ça, c'est le non-déterminisme. Et ça, c'est la raison profonde pour laquelle un programme en Dataflow déterministe ne peut pas implémenter un client-serveur. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait? Le non-déterminisme, nous avons déjà vu, je vous rappelle, c'est un choix qui est fait à l'extérieur du contrôle du programme, et le programme doit s'adapter à ça. C'est exactement ce qui se passe ici. Le choix, c'est l'ordre d'arrivée des messages. Quel message arrive en premier? C1 ou C2? Ça, c'est le choix. Et ça dépend des êtres humains et du réseau, ça dépend de plein de choses à l'extérieur du programme. Ceci est une partie intrinsèque du client-serveur. On ne peut pas l'éviter. C'est très simple. Ça vient du cahier de charge, de la condition du serveur lui-même. Le serveur reçoit chaque message, fait un calcul et répond tout de suite. Si on veut satisfaire à ça, on est obligé d'être non-déterministe. Bien sûr, on peut affaiblir, on peut dire le serveur ne peut arriver de marcher que si les deux clients envoient un message. C'est pas bien ça, parce que moi, quand je commande chez Amazon, je m'en fous si mon voisin commande aussi. Je veux que les serveurs répondent à moi. Et donc, on ne peut pas avoir des liens entre les clients. Le serveur reçoit chaque message, fait un calcul et répond tout de suite. Ça, s'il y a plus qu'un client, s'il y a au moins 2 clients, on ne peut pas satisfaire à ça dans le Dataflow déterministe. C'est marrant, ça a l'air très simple, hein? Mais c'est la même chose qui donne l'avantage, le déterminisme du Dataflow déterministe. La programmation fonctionnelle, c'est très puissant. Ça veut dire qu'on peut ajouter des threads de volonté, etc. Par contre, c'est aussi une faiblesse. Certaines choses, là où on doit avoir un programme déterministe, on ne peut pas l'avoir. Et en fait, pour réfléchir un peu plus, c'est quand les programmes interagissent avec le monde réel. Le non-déterminisme vient toujours du monde réel. Ça vient toujours des êtres humains, des choses qui se passent dans le monde, et le programme est obligé à réagir à ça. Si on a ça, on ne peut pas faire le programme en Dataflow déterministe. C'est bête, hein? On a l'impression que ça peut arriver souvent, ça. Donc, c'est en fait une grande faiblesse du modèle Dataflow déterministe. Alors, bon, on ne va pas rester là, bien sûr, sur notre fin. On va changer de paradigme pour faire des clients-serveurs. Alors la question, comment est-ce qu'on va le changer? Et ça, c'est une très bonne question. On va donc surmonter cette limitation en ajoutant une opération non déterministe au langage noyau. En ce moment, pour l'instant, dans le Dataflow déterministe, il n'y a aucune opération non déterministe. Le case, c'est purement déterministe. Il attend sur un pattern en Dataflow. Et quand le pattern arrive, il s'exécute. Mais il ne peut pas, ça ne peut jamais faire un choix. C'est juste quand le pattern arrive, il s'exécute, c'est toujours la même chose avec le même pattern. Mais ça ne suffit pas. Il
faut ajouter l'opération déterministe. Donc, pour exprimer une application qui a besoin de non-déterminisme, on ne peut pas utiliser le data flow déterministe. On doit étendre le langage noyau avec un nouveau concept. Ce nouveau concept doit être possible, doit pouvoir attendre sur plusieurs événements possibles, de façon non déterministe. C'est le premier qui arrive qui déclenche l'exécution. Il attend sur le premier message qui arrive. Donc c'est ça qu'il veut faire, c'est ça que je vais vous montrer. Je vais vous montrer deux solutions pour vous montrer un petit peu la façon, des types de réflexion qu'on fait. Je vous montre une première solution qui marche, mais qui n'est pas scalable, qui est difficile à utiliser quand on a des millions de clients, mais elle marche la solution. Et je vais vous montrer la deuxième solution qui est très simple et scalable, qui marche avec n'importe quel nombre de clients, et c'est cette solution que nous allons utiliser. Donc la première solution, j'ajoute une opération avec un nom un peu bizarre qui s'appelle wait to, attendre sur deux choses. J'ajoute une fonction wait to. C'est une fonction à deux arguments, mais elle a un comportement un peu curieux. Il y a deux arguments, x et y. Quand j'appelle cette fonction, elle peut renvoyer 1 si x est lié à une valeur. Si x est arrivé en quelque sorte. Elle peut envoyer 2 si y est lié à une valeur. Si l'un ou l'autre sont liés, il renvoie une valeur. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Si tous les deux ne sont pas liés, le wait to va simplement attendre. Si ce sont deux variables non liées, wait to attend. Par contre, si les deux sont liés, x et y sont liés, là, le wait to, il a le choix. Il peut renvoyer 1 ou 2. Les deux résultats sont possibles. Donc c'est une fonction non déterministe. Il peut, quand x et y sont liés, il renvoie l'un ou l'autre, 1 ou 2. Non, c'est pas, les deux sont autorisés. Avec wait2, on peut implémenter notre client-serveur. Et en fait, c'est très simple. Je vais vous montrer le code. Voici le serveur avec wait2. Donc, j'ai de nouveau une procédure avec deux flows pour entrer. S1, S2. La première chose que je fais, c'est que j'appelle wait2 sur S1 et S2. Et C, c'est le résultat. Donc le C, cette fonction va bloquer jusqu'à ce que l'un ou l'autre, ou les deux, sont liés. Et la valeur de C, ce sera 1 ou 2. Le numéro d'un client qui a envoyé un message. Et dans le case, je vais ajouter C. C, S1, S2. Il y a deux possibilités. 1, et il y a un message de client 1, mais pas de message de client 2. Ou le deuxième pattern, c'est 2, pas de message de client 1 et un message de client 2. Donc en fait, on peut voir ça comme un tuple avec trois arguments. Le premier qui est le nombre 1 ou 2. Le deuxième qui est le message de S1, et le troisième c'est le message de S2. Alors comment est-ce que ça s'exécute? Supposons que client 1 envoie un message, mais pas client 2, client 1 uniquement. Alors le wait2 ici va renvoyer 1. Il peut renvoyer 1 parce que S1 est lié, mais S2 n'est pas lié, donc il ne peut pas renvoyer 2. Il va envoyer 1. Et quand il va choisir le pattern, eh bien, il va prendre le pattern avec le 1. Et comme le S1 est lié, il va traiter le message M1. Donc c'est bon. Mais qu'est-ce qui se passe si client 2 envoie un message maintenant? Bon, de nouveau on appelle wait2. S2 sera donc lié parce que client 2 a envoyé un message.
Way2 va donc renvoyer 2, le chiffre 2. Et dans le case, ici, il y a un chiffre 1 dans le pattern. Mais 1 n'est pas égal à 2. Et 1 ne peut jamais être égal à 2. Et donc, le case peut tout à fait laisser tomber le premier pattern et essayer le deuxième. Parce qu'il sait que le premier pattern ne va jamais correspondre. Parce que c est égal à 2, et ici il y a un 1. Et le deuxième pattern va correspondre, le c de 2, S1 et le message qui vient de client 2. Et donc, on va bien traiter le message qui vient de client 2. Mais il y a d'autres possibilités encore. Hein. Qu'est-ce qui se passe si les deux clients, 1 et 2, envoient des messages? Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Qu'est-ce que vous en pensez? Si 1 et 2 envoient des messages. D'abord, quelqu'un d'autre, je sais que tu connais probablement la réponse. Hein? Non? Qu'est-ce qui se passe si les deux, S1 et S2, sont tous les deux liés? Il se passe quoi? Le Way2, il va renvoyer quoi? 1 ou 2. Mais là, il a le choix, le Way2. Hein? Si les deux sont liés, il peut effectivement renvoyer 1 ou 2, et les deux cas peuvent arriver. Qu'est-ce qui se passerait dans le case? Il va traiter quel message? Oui? Il va traiter l'un ou l'autre, et puis avec l'appel récursif, il traitera l'autre à l'appel suivant. Oui, c'est ça. Donc, si le Way2 renvoie 2, on va traiter le message 2, appel, après c'est le cas de l'appel récursif qui va traiter de l'autre. Et donc, selon la valeur de C, ça décide quel est le message qui est traité en premier. Hein? Donc, si Way2 renvoie 2, ça serait le message 2 qui est traité tout de suite. Mais à l'appel récursif, l'autre est toujours là. Et donc, le Way2 va renvoyer 1. Et donc, il y a plusieurs appels de Way2, 2 ou 1, mais ça aurait pu être 1 et puis 2. Donc, ce qui est décidé par le non-déterminisme, c'est l'ordre du traitement des messages. Hein? Mais les deux messages sont traités. Et donc, chaque message est traité individuellement. Quand il y en a deux, bien ils sont traités dans un ordre quelconque. Mais ça n'a pas d'importance normalement. Hein? C'est vrai que si le client 1 est traité après le 2, ici on a un serveur qui exécute dans un seul thread. Bon, le client 2 doit attendre que le client 1 soit effectivement traité. Mais normalement, c'est un calcul local qui prend juste un petit peu de temps. Donc normalement, ça ne va pas faire beaucoup attendre l'autre client. Et à la limite, on pourrait les mettre, le handle N1, le handle N2, on aurait pu les mettre dans les threads ou les exécuter sur un autre cœur, éventuellement, pour ne pas faire attendre. Mais même si on ne fait pas ça, l'attente, c'est juste l'attente d'un calcul local qui est une petite attente. Et donc, les deux clients vont être traités rapidement. OK? Vous voyez comment ça marche, le Way2? Et comment ça permet de résoudre? Sans Way2, on ne peut pas. C'est très simple. Hein? Si on n'a pas Way2, le case attend sur un pattern. Là, c'est aussi, hein? Le case attend sur un pattern. Mais c'est le Way2 qui fait la décision préalable sur quel pattern. Ce n'est pas le case qui décide, c'est le Way2 qui renvoie 1 ou 2 qui décide. Hein? Le non-déterminisme est concentré dans le Way2. Ça, c'est donc une solution. Et si on a beaucoup de clients, on a plus que 2, on a 1 million de clients, eh bien, en principe, on doit combiner les résultats de Way2. Hein? Mais là, c'est là où on a un petit problème. Ça marche, mais ce n'est pas très agréable. Hein? Je vais vous montrer ça. Je vais expliquer un peu le problème avec Way2. Qu'est-ce qui se passe si on a des millions de clients? Le Way2 que j'ai montré résout le problème pour 2 clients. Comment on passe de 2 à des millions? Eh bien, une possibilité, c'est de fusionner tous les flows de tous les clients. Hein?
Et à ce moment-là, on a plein de clients. C1, C2, c'est presque 1 million, c'est 1 million. Et on va les fusionner, les flows, à un seul flow, un stream. Ça, je vais appeler ça merge, hein, ça veut dire fusionner. Et le merge, s'il y a un message qui passe de S1, il va le faire suivre, ce message. Et donc, les messages passent. Vous voyez, s'il y a un message qui vient là, eh bien, le wait2 qui est ici va choisir ça et le message continuera son chemin jusqu'à S. Par contre, si le message 3695 arrive ici, eh bien, c'est pareil. Il va être passé, donc tous les messages passent. Et chaque merge fait son choix entre deux entrées. Donc, avec plein de choix entre deux, on peut faire un choix entre des milliards. Hein? C'est une sorte d'arbre binaire, enfin, de fusionneurs. Et ça marche, ça peut marcher. On peut faire ça. Mais, en fait, on n'aime pas ça. Parce que c'est vachement encombrant, en fait. On doit programmer tout ça, et si un nouveau client arrive, il faut changer toute cette arborescence, ajouter un autre fusionneur. Si un client disparaît, il faut faire disparaître, il faut gérer tout ça. C'est pas très agréable. Donc, on dit le wait2 is not scalable. C'est beaucoup trop encombrant, mais ça marche, hein. Techniquement, on pourrait faire ça. Comme ça, et ça marcherait. Sémantiquement, le langage moyen est tout à fait capable d'avoir fait un client simple. Mais on ne veut pas utiliser le wait2. C'est pas scalable. Donc, je vais vous montrer une deuxième solution qui est meilleure et qui est scalable, et c'est ce qu'on appelle un port. Ça veut dire un flow avec un nom, un name stream. Vous voyez, les streams, ce sont des listes qu'on étend, mais ça n'a pas de nom. On va donner un nom à ce truc, et si on fait un send à ce nom, on va ajouter un message. Donc, on fait un port. Je vais expliquer d'abord ici comment ça marche. Ici, on a un stream, donc un flow. Ici, avec newport, on crée un port. En fait, c'est le nom de ce port, de flow. Le port a maintenant le flow a un nom, et on peut faire send, on peut en faire un send qui va envoyer un message. Donc le X, on va l'ajouter à S. Donc si on a un stream ici, A, B, C, S', on peut étendre. Et si on fait send, P, petit d, le P, c'est le nom de ce stream, et donc ça va faire que le D s'ajoute au stream. Donc, avec le nom, n'importe qui peut ajouter des choses au stream. On peut avoir 1 million de threads, chacun exécute un send, et tous les messages vont être ajoutés au stream. Hein? Donc, supposons qu'on a 1 million de clients, C1 jusqu'à C1 million. Chaque client, CI, va exécuter send MIP. Ah non, attends, ça doit être inversé. PMI pour chaque message. Et la sémantique de cette opération, c'est que le MI sera ajouté au stream, au flow. Dans quel ordre? Bah, c'est non déterministe. Si deux threads font des send A, B,
Ça peut être AB ou BA sur le stream. Hein. Donc c'est toujours non déterministe. Hein. On ne va pas éliminer l'objectif, c'est intrinsèque. Mais là, on peut avoir autant de send qu'on veut. Parce que le stream a un nom. P, c'est le nom du stream. Ce nom, on peut le donner à autant de threads qu'on veut. Et donc, on n'a pas besoin de fusionner les streams. C'est le stream, on donne le nom du stream et l'opération nous permet d'ajouter des threads à ça, des deuxièmement ça. Donc, je peux exécuter ça, montrer ça. Par exemple, je peux faire P égale du port S. Ça sont des opérations qui existent dans Pulse. On peut les faire comme ça. On peut faire le send. Je vais essayer de vous montrer. C'est ça. Donc je fais par exemple PS, P égale le port S. J'exécute ça. Et je peux afficher S. Voilà S. Vous voyez que S, c'est marqué avec une annotation future. Ça, je ne vais pas trop vous expliquer. Ça veut dire que personne d'autre ne peut lier. C'est une variable qui ne peut être liée que par le port. Donc, future, c'est une sorte de protection. Donc, il n'y a pas besoin je ne vais pas expliquer plus. Si je fais send P et je fais un petit A, vous voyez que le A arrive. Si j'ai un autre thread, send P B, send P C. Si j'exécute ça, j'ai créé deux threads. Dans le premier thread, je fais send P B, et dans le troisième thread, l'autre thread, je fais send P C. Alors, avec votre connaissance des threads et du scheduler, le B et le C vont apparaître dans quel ordre sur le stream? Est-ce que ce sera BC ou CB? Ou sans quelque chose d'autre? N'importe. Enfin... N'importe. Donc ça peut, effectivement, le B et le C peuvent arriver, ou B et C, mais CB c'est possible aussi. Mais bien sûr, il y a une des deux possibilités qui va arriver plus souvent que l'autre. Hein? En fait, parce que l'instruction thread end, et ça c'est important à comprendre, l'instruction thread end, quand on l'exécute, ne va pas exécuter le send. Cette instruction va simplement créer le thread. Ok? Donc, cette première instruction va créer un thread, et la deuxième instruction va créer un autre thread, et ces deux créations de thread sont faites dans un troisième thread, le thread principal. On a maintenant deux threads qui sont prêts à exécuter, runnable. Le premier fait send B et le deuxième fait send C. Et c'est maintenant au scheduler de choisir l'un ou l'autre. Le scheduler, en général, il va le faire à tour de rôle. En principe, il va choisir d'abord le thread qui a été créé en premier, mais c'est pas sûr, une fois sur un million, il pourrait choisir l'autre, parce que peut-être, quand il exécute le premier, c'est juste à la fin de la tranche de temps pour cette exécution, il y a un petit bout de tranche qui reste de notre thread, pas assez pour vraiment faire le send. Hein? Alors,
avec l'interrupt, le send B va donc attendre, le thread va attendre, et le C arrivera avant. Vous voyez, techniquement c'est possible, même si ce n'est pas probable. Donc, leçon, il ne faut jamais compter sur l'ordre de thread. Votre programme doit marcher avec tous les ordres possibles. Donc, même si 999 fois sur 1000, le B va arriver avant C, il y a toujours une fois sur 1000 où le C va arriver avant B. Et vous êtes au courant que les ordinateurs sont des appareils relativement rapides. Donc, une fois sur 1000, ça va arriver, hein, même souvent, et ça va donner un bug si votre programme ne le traite pas. Donc, il ne faut jamais compter sur l'ordre. Okay. Donc, j'exécute les deux. PC. Par contre, je peux forcer un peu la main de la chose. Hein. Supposons que je mets un délai 1 là, 1 milliseconde. Voilà. Et maintenant c'est CB. Un tout petit délai ajouté au premier thread change tout. Ce petit délai que j'ai mis à la main, là, délai 1, ça pourrait arriver de quelque part ailleurs. Peut-être qu'un paquet vient du réseau et il faut qu'un thread le traite, eh bien, ça va peut éventuellement donner un retard à un des threads. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, on ne peut jamais être sûr que ce serait le V avant le C. Mais tout ce dont on est vraiment sûr, que les deux vont arriver. Les deux vont arriver, ça c'est sûr et certain, sauf crash du programme. Donc ça c'est les ports. C'est donc ce concept que nous allons ajouter au langage noyau. Et je vais, comme avec les cellules, vous montrer la sémantique des ports. C'est une sémantique assez simple et qui ressemble un peu aux cellules, mais pas complètement. On suppose qu'on a une affectation, mémoire affectation unique qui s'appelle sigma 1. Ça, c'est comme avant. On ajoute une mémoire à port sigma 3 qui contient des paires. Hein, un peu comme les cellules. Mais vous vous souvenez que sigma 2, c'est la mémoire à cellules qu'on avait introduit avant. Maintenant, on a une mémoire sigma 3. Si on veut créer un new port, P égale new port S, si on a deux variables, petit p, petit s, on va créer un nom. Comme les cellules, les ports, bien sûr, ont des noms uniques, que je vais appeler xi, hein, pour éviter la confusion avec les atomes et les nombres, parce que ce n'est pas un atome ni un nombre. P sera lié à xi, et j'ajoute la paire ps à sigma 3. Et quand je fais un send, supposons que P est lié à xi, et il y a ps dans sigma 3, on va créer une nouvelle variable s'. On va lier S égale X bar S', et la paire deviendra P double point S'. C'est comme ça que ça marche. Je peux faire un petit dessin. Moi, j'aime bien comme ça. J'ai une façon de penser très visuelle. Donc ici, on a sigma 1, sigma 3. À gauche, c'est avant le send. À droite, c'est après. Ici, on a P égale xi. Et P double point S, ça c'est donc un port. Si on fait send Px, eh bien on va lier la variable S ici à X bar S', et le PS va être mis à jour de PS'. Donc dans le sigma 3, on a toujours un pointeur vers la dernière variable dans le stream.
Parce que si on fait un autre send, on va lier esprit, bien sûr. Hein? Ce send, il fait plusieurs choses. Il crée une variable s', il fait ce lien, s égale x bar s', et il met à jour la paire ps pour être ps'. Mais ces opérations sont atomiques. Ça, c'est la définition. Ça veut dire que le scheduler n'a pas de droit. Le scheduler ne peut pas arrêter le send au milieu. Ça, c'est la définition de la sémantique qui garantit ça. Hein, donc, l'instrumentation doit garantir ça. Le scheduler ne peut pas s'arrêter au milieu. C'est donc ce pas du send est un pas indivisible pour le scheduler. Et du coup, un send est toujours correct. Le send va toujours donner une réponse correcte, indépendamment des choix du scheduler. Ok? Et pour terminer là, alors, le client-serveur avec les ports, c'est super simple. Une fois qu'on a le port, le client-serveur, c'est vachement simple. Supposons qu'on a un port P égale plus port S. Chaque client fait send PM pour envoyer un message. Donc, chaque client doit connaître le nom du port. Ça, c'est facile. Hein? On peut lui envoyer le nom du port. Et le code du serveur, c'est une toute petite boucle simple. Case S of M bar T. On va traiter M et faire l'appel récursif. Il n'y a même pas besoin de pattern plus compliqué dans le send. Tous les messages vont arriver sur le flow du port. Et si client 1 fait un send, si un client 1 fait un send, le message arrive. Si client 2 fait un send, le message arrive. Si client 5000 le fait, pareil. La sémantique du port garantit que n'importe quel client peut envoyer n'importe quand. Et c'est clair, c'est non déterministe. Hein? Les ports sont vachement non déterministes, bien sûr. Mais le non-déterminisme est concentré dans le port. Tout le reste du code peut être pur handle M, par exemple. Ça peut être pur dataflow déterministe. Il n'y a qu'un seul port qui traite tout le non-déterminisme du client-serveur. Okay? Le reste du code du client aussi peut être purement dataflow déterministe. Il n'y a que l'envoi du message qui utilise le port. En fait. Donc conceptuellement, c'est une bonne conception. Tout le non-déterminisme est concentré dans un concept, le port. Tous les autres concepts ne changent pas. Les listes, la thread, hein, les procédures, les fonctions, le high order, tout reste inchangé. Et tout est déterministe. Il n'y a que les ports qui sont non déterministes. Et ça suffit pour faire tous les message passing qu'on veut faire. Ok. Ça c'est bien. Mais maintenant, je veux commencer à faire des programmes. Mais je vais faire ça après la pause. Et après, on va faire du vrai message passing de currency avec des agents et tout ça. Et on va faire d'abord une petite pause. Et du message passing. Donc maintenant, on a des ports. On va faire des agents. Mais ce seront des agents avec des ports dedans. Des agents beaucoup plus puissants qu'on a fait avant. Hein, vous vous souvenez des primes qu'on avait fait avant? C'était déterministe. Mais maintenant, on peut avoir n'importe quel agent qui envoie un message à l'autre. Donc, ce paradigme s'appelle Message Passing Concurrency. Avec des ports, on va définir des agents. Donc, un agent, c'est une sorte d'activité concurrente qui peut recevoir des messages, hein, qui est un stream. Et de l'extérieur, on voit un port. On appelle ça aussi Multi-Agent Actor Programming. On aime bien le mot acteur, parce que le monsieur qui a inventé, ou qui a découvert le message passing en 1973, Carl Hewitt, il a appelé ça actor model. Donc parfois on parle d'acteur, chaque agent est un acteur. Et je vais définir des objets qui
sont des agents, en fait, port objects et active objects, deux sortes d'objets. Et on va faire des protocoles, on va envoyer des messages entre ces agents. Et à la fin, on va définir un autre paradigme. Et ça, on va pouvoir faire la semaine prochaine. Hein? Il y a deux paradigmes avec les ports. Le premier, c'est qu'on crée plein d'agents, et chaque agent a un port à l'intérieur pour recevoir des messages. Mais dans le deuxième, on continue avec le data flow déterministe et on essaie de minimiser le nombre de ports. Donc ce sont deux façons de faire. Et tout de suite, je vais vous parler de message passing. On va faire des agents. Et je vais essayer de vous expliquer ça de façon un peu rigoureuse, systématique. Hein, on va commencer par des agents qui n'ont pas de mémoire. On appelle ça des agents sans état, stateless. Il n'y a pas de mémoire intérieure. On envoie des messages, il reçoit le message et il fait quelque chose. Mais il se souvient de rien. Et après, on va faire des agents qui ont une mémoire. Et c'est un peu plus compliqué, mais ça peut être plus intéressant. Et c'est très simple, en fait, c'est une abstraction. Hein. On va combiner trois choses, un port, un thread et une fonction récursive. Port, thread, fonction récursive, dans un joli emballage, et l'agent sera fait comme ça. Chaque agent va exécuter dans un thread avec une fonction récursive et va recevoir des messages. Chaque agent a son propre thread. Donc si on crée 100 agents, on va avoir 100 threads. Hein? Dans ce paradigme, ce n'est pas un problème. Chaque agent gère sa propre activité et donc il a son propre thread. Et en fait, c'est très très utile comme manière de programmer, très intéressant. Je vous donne un petit exemple. Je veux faire quelque chose. Je veux faire une sorte de serveur. Je veux faire un serveur qui fait des opérations comme une calculette. Hein? Math, j'appelle ça M, c'est un tuple. Add N1, N2, A, c'est le résultat. Hein? On fait A égale N1 plus N2. Donc, c'est une sorte de serveur, on fait avec add, et il fait une addition. Avec mul, il fait une multiplication. Mais on peut mettre ça à l'intérieur d'un agent. Et du coup, on peut envoyer beaucoup de commandes. Vous voyez, ça ressemble un peu aux portes numériques qu'on a vues la semaine dernière. Hein? On a une fonction booléenne, et on le met à l'intérieur d'un agent, avec des flows pour le rendre actif. Et c'est un peu pareil ici. On a une fonction qui fait un travail et on va le mettre à l'intérieur de l'agent. Et voici comment ça ressemble. Vous voyez, il y a trois trucs ici. Il y a un port, il y a une procédure récursive et il y a un thread. C'est tout. C'est une abstraction faite avec trois choses. Ici, math process, on reçoit un flow, une série de commandes. On a un case, on fait math M, donc on exécute la commande et on fait l'appel récursif. Et ça, c'est appelé de façon récursive dans un thread. Donc S, c'est le string. Donc si je veux utiliser le math processor, je dois envoyer un message à MP. Vous voyez, c'était un peu le truc. Ah, on peut aussi, ça c'est juste un seul, on peut faire une abstraction de ça, un peu comme on a fait avec GateMaker la dernière fois. Au lieu d'avoir une fonction, une procédure récursive là, et le math est câblé dedans, on peut le sortir avec un higher order. For all, XS, P. XS, c'est toujours le stream, mais P, c'est la procédure, et maintenant c'est un argument. Et on l'appelle ici PX. Et le math process, c'est ça. C'est for all and S math.
Mais quand on le crée, il faut le créer dans un thread, bien sûr. Hein. Ça, quand on appelle math process, on va créer une boucle qui fait l'exécution de math. Et on peut faire encore un peu de high order. Donc, on crée une fonction, j'appelle ça new port object. Je mets un 0 parce qu'il n'y a pas d'état. Process, ça c'est le math process. J'ai le port ici, j'ai le thread et j'ai le for all. Vous voyez, ça c'est une vraie abstraction maintenant. Et on a les trois choses qui sont importantes. Le port, le thread et à l'intérieur du thread, une boucle for all. Oui, c'est pour ça. Et pour ça, on peut définir un port objet candidat. En OS, il y a un peu de sucre syntaxique pour for all. Ça, parce que je trouve que c'est bien élégant. En OS, on peut écrire for m in stream do process m end. Et on peut écrire ça à la place du for all. Donc il y a un soutien aussi du compilateur pour ça. Mais en fait, c'est juste un for all. C'est une boucle qui peut aller de façon continuelle et concurrente. Donc le for va attendre. Il y a toujours le comportement data flow. Comme dans le slide précédent, ici la définition de for all. Ici, on a x bar xr. Ça, dans un thread, ça va attendre. C'est toujours tout est data flow. Donc si je le définis comme ça, le for ici, for m in stream, ici, il fait une boucle, mais il attend quand les éléments arrivent sur le stream. Okay. Je vais maintenant vous montrer des ports objets avec état qui ont une mémoire, et après je vais vous montrer des exemples, on va exécuter du code après. Mais ceci, c'est un peu plus compliqué parce que l'objet a une mémoire. Ici, dans les trucs précédents, l'objet n'a pas de mémoire. C'est une boucle for all. Et chaque itération est séparée. On exécute pour M. Ici, par exemple, on exécute pour M et pour le message suivant et tout. Mais il n'y a aucun lien entre les itérations. Chaque itération est indépendante. Il n'y a pas de mémoire ici. Donc, on va maintenant ajouter la mémoire. Et là, on a un vrai agent avec une mémoire interne. Et je vais d'abord vous montrer un peu conceptuellement ce que c'est, parce qu'il y a un diagramme d'état. Les cercles ici, c'est les valeurs de l'état. Ça s'appelle le state. C'est l'état, c'est la valeur de ce qu'il y a dans la mémoire de l'agent. Quand on crée l'agent, l'état initial c'est S0. Quand on envoie un message M1 à l'agent, l'état devient S1. S1. Et en fait, il y a une fonction qui va prendre l'ancien état et le message et qui crée le nouvel état. F de S0 M1, c'est S1. Cette fonction, c'est la fonction qui définit le comportement de l'agent. Ça s'appelle la fonction de transition d'état, State Transition Function. Ça, c'est un concept très utilisé quand on a des diagrammes d'état. Donc, quand on définit un port objet, c'est bien de voir la fonction f. Donc, on peut maintenant définir ça. New port object init f. La différence, maintenant, il y a un autre argument qui est l'état initial. Et on crée un thread, loop, on crée le port, on fait loop s init. Donc on a une boucle ici, loop, qui commence par l'état initial. Vous voyez les deux éléments de la boucle, c'est l'état, state, et le premier argument c'est le flow, le string s. J'ai écrit state, il ne faut pas confondre string et state, donc c'est tous les deux commencent avec s. Donc, en général, le string, je vais maintenant juste utiliser une lettre, mais le state, je vais utiliser le mot state, c'est l'état.
Donc si on lit un message M, le state devient f de state de M. Ça, c'est la fonction. Donc c'est un nouvel état, et on fait l'appel récursif. Vous voyez que c'est bien récursif terminal. Hein? Loop, c'est bien une fonction récursive terminale. Et avec ça, on a donc une mémoire. Parce que cet argument-là va continuer à exister. Hein? La loop va boucler. Chaque fois que le message arrive, on va mettre à jour l'état. Et avec le nouvel état, donc il y aura une vraie mémoire intérieure. OK? Et je vais faire maintenant, je vais essayer de vous stimuler les neurones un peu. On a la fonction loop, hein, ici, qui prend un string et un état, va lire un message M, on appelle un appel récursif avec le reste du stream, et on a f de state de M, donc c'est le nouvel état, hein, la fonction de transition. Loop commence avec un état initial, loop va successivement appliquer f à l'état précédent et un message. La fonction f est une fonction binaire. Hein. Voyez la structure de cette fonction. Hein. On a deux arguments, string et état. On prend un message du stream et l'état devient f de état message. Ça continue comme ça. Et maintenant, je pose une petite question. Est-ce qu'on a déjà vu cette fonction quelque part? Avec d'autres noms pour les variables. Hein? Pas de triche en regardant les slides. Hein? Est-ce qu'on a déjà vu une fonction qui fait comme ça? Il y a un argument qui est une liste, un autre argument qui est quelque chose, et l'appel récursif c'est f de ce quelque chose et un élément qui vient de la liste. On a déjà vu ça quelque part? Vous vous souvenez? On a déjà vu ça dans le cours sur la programmation higher order. Oui? C'est un fold, oui, exactement. C'est un fold, ça. C'est curieux, on retrouve le fold dans la programmation concurrente avec des agents. Et c'est juste un exemple de l'utilité de fold. Hein? Je vous ai montré fold comme une façon de cacher un accumulateur. Mais en fait, fold est une fonction vachement utile. Et on le retrouve à plein d'endroits. Voici la définition. Fold, j'appelle ça fold left parce qu'il y a aussi fold right, mais le plus utile c'est celui-là. On a une liste, une fonction et un accumulateur. On prend l'élément H et on appelle l'appel récursif avec f de U de H. Donc avec fold, on peut prendre une liste d'entiers et les comprimer, par exemple, pour calculer la somme des entiers. Mais ici, on a une utilisation de fold assez différente, parce qu'elle ne se termine jamais. Il n'y a jamais de fin, en principe, à un stream. Donc le fold va prendre un état et va plier le message dans l'état. Un fold, ça veut dire plier, hein? C'est l'intuition. On a une valeur et on remet quelque chose dedans. Hein? Ça vient un peu de l'anglais. Quand on fait dans la cuisine, quand on a une pâte et on veut faire des crêpes, et on met un œuf dedans, en anglais, on dit « we fold the egg in the batter hein? ». On va plier l'œuf dans la pâte. C'est pas très français, mais ça vient de là. L'œuf devient partie de la pâte. Hein? Et en anglais, ça s'appelle plier l'œuf dans la pâte. Et c'est un peu de ça que ça vient, ce nom. C'est curieux, hein? Il y a un autre nom, un synonyme, qui s'appelle reduce. Réduire. C'est un peu, on a un grand truc, on va le réduire. On a une liste d'entiers et on va la comprimer jusqu'à ce qu'il y ait un entier qui reste. Mais pour moi, fold est plus... ça parle mieux.
D'accord? Donc, on va donc utiliser fold pour remplacer la boucle loop. Donc, dans la fonction ici, P égale loop of S, loop S init, on va la remplacer par fold S, F init. Vous vous souvenez que le F, c'était dans la définition de loop avant, hein? Mais maintenant c'est un argument de fold. Donc en fait, on l'a sorti de loop et ça devient un argument. C'est du bon high order, mais il y a un tout petit bug dans mon code là. Si vous êtes très méticulé, vous voyez pourquoi il y a un bug là. Quel est le bug? Là, il y a un petit bug. C'est presque bon. Fold, c'est quoi fold? C'est une... Et les renvois des... Ah. Quel est le tout petit bug là-dedans? Fold, c'est quoi? C'est une fonction. Qu'est-ce que fait une fonction? Elle renvoie une valeur. Mais là, on l'appelle comme une procédure. Donc il faut le définir comme ça. Mais en fait, c'est logique. Hein? Maintenant, j'ai deux port objects, init F. On a un thread, un port et un fold L. Et le résultat, c'est out. En fait, c'est l'état final quand la géante se termine. Donc ça a un sens, le résultat de fold. Parce que fold, aussi longtemps que l'agent s'exécute, le fold ne va jamais terminer. Hein? On sera toujours à l'intérieur de ce fold en train d'exécuter. Mais si le stream se termine avec un nil, alors le fold va se terminer aussi et renvoyer out qui est le résultat. Donc ça, éventuellement, je le mets là, je ne l'utilise pas out. Hein, mais en fait, c'est l'état final de l'état de l'agent quand il se termine. Mais dans l'exemple que je vais vous montrer, les agents ne vont pas se terminer, mais en réalité, il peut être intéressant de voir des agents qui se terminent quelquefois, et c'est parfois intéressant de connaître l'état. Mais là, vous voyez l'abstraction dans sa pure essence. Hein? Il y a un thread, un new port et un fold. Et ensemble, ça fait un port object, un agent auquel on peut envoyer des messages, qui a une mémoire, etc. etc. C'est une abstraction super utile. En fait, c'est une ligne de code. Hein. Le reste, c'est des déclarations. Hein. En fait, c'est une ligne de code, ce truc. Et c'est une abstraction très, très sophistiquée. Donc, il faut se souvenir du fold. Hein. Le fold, c'est une opération très, très utile. Et je vais vous donner un petit exemple maintenant. Je vais faire le lien entre les ports et les cellules. On peut définir un agent qui se comporte exactement comme une cellule. Et ça montre un peu l'équivalence entre les ports et les cellules. Et je définis la fonction de transition. Donc state, c'est le contenu de la cellule. M, ça peut être affectation ou accès, lecture. Donc s'il fait l'affectation de nouvel état, c'est new. Donc ça, c'est une fonction qui renvoie le nouvel état. Si je fais access old égale state, donc je sors le vieil état, mais l'état reste inchangé, c'est toujours state. Et en fait, sémantiquement, on peut définir des cellules avec des ports, mais on peut aussi définir des ports avec des cellules. Donc, ce sont deux concepts qui, sémantiquement, sont équivalents. Par contre, dans la réalité, il y a des différences dans la pratique. Mais pour la sémantique du langage noyau, c'est des concepts équivalents. Donc, je vais créer une cellule ici. New port object, cell process, et l'état initial c'est 0. Je crée donc une cellule avec contenu initial 0. Je peux faire une affectation send cell assign 1. Ça c'est la même chose que cellule double point égale 1. C'est juste une autre syntaxe. Ou je peux avoir cell access x. C'est la même chose que de faire ça. X égale
l'accent c'est juste de la syntaxe. Mais on va vous montrer, on peut faire une petite simplification. En OS, les objets ressemblent à des procédures à un argument. Il n'y a pas de send. Donc on fait simplement cell assign 1 et cell access x. Et pour faire ça, on va faire un petit changement à notre fonction report object init f. On va, au lieu d'avoir p qui est la sortie, le nom du port, on va créer une procédure à un argument. Ici, on a une procédure anonyme à un argument. Et cette procédure va faire send pm. Donc, c'est la procédure qui connaît p. Hein? P est caché à l'intérieur de la procédure. En fait, ça fait partie de l'environnement contextuel. Hein? P de la procédure. Et comme ça, les ports objets ressemblent à des objets standards en OS. Ok, mais maintenant je peux vous donner un exemple. C'est ça, qui s'appelle Playball. Un exemple d'un programme multi-agent, simple, mais c'est marrant quand même. On a, disons, on a 3 joueurs. C'est un jeu qu'on peut jouer avec des êtres humains aussi. Chaque personne, il y a un ballon et 3 personnes dans un triangle. Il faut au moins 3. Avec 2, c'est moins intéressant. Vous allez comprendre pourquoi. Et avec 3, c'est bien. 4, ça marche aussi, mais c'est un peu mieux avec 3. Donc, si j'ai le ballon, j'ai 2 cibles possibles et je le jette à une des 2 personnes, mais sans que la personne sache à qui je l'envoie. Et le but, c'est d'un peu surprendre l'autre et qu'il ne se rend pas compte que je regarde celui-là, mais en fait, je l'envoie à l'autre, un truc comme ça. Et je vais donc vous modéliser ça en multi-agent. Le ballon, c'est un message, et un joueur peut donc envoyer les messages à l'un des autres joueurs. Ok? Donc ça, c'est bien de faire le code de ça. D'abord, nous voilà. Je commence par faire l'abstraction. C'est presque comme... c'est un peu différent que pour object, parce qu'ici, on va créer un objet OS. Donc, je vais définir ça. Region, c'est bon. Maintenant, je vais créer la classe joueur, player class. State et others. Others, c'est un tuple qui contient les autres joueurs. Quand j'initialise ici, je vais créer l'état initial. Ça va compter le nombre de fois qu'on reçoit le ballon. Others, c'est tous les autres. Quand je reçois la méthode, le message val, je vais prendre un nombre aléatoire entre 1 et le nombre de joueurs. Et je vais others.run, je vais donc envoyer le ballon à l'un des autres au hasard. Et je vais incrémenter state, et get, c'est juste pour avoir la valeur de l'état, pour voir combien de fois ça a marché. Ok, ça c'est bon, ça a passé tout ça. Et je vais maintenant créer le jeu. Vous voyez, avec quelques lignes de code, je
je commence à créer, je crée des abstractions de plus en plus sophistiquées. Ici, d'abord, je vais créer la fonction player, et ça appelle new active. C'est pour créer un objet actif avec player class et le nombre d'autres joueurs. Après, je vais initialiser le jeu. Comme ça. Vous voyez comment je fais, hein? Là, c'est un jeu avec 3 joueurs, et chaque joueur connaît les 2 autres. C'est donc 3 agents. Et enfin, je vais afficher le nombre de nombres. Bon, c'est toujours 0. Hein. En fait, c'est très simple. Pourquoi c'est 0 là? Pourquoi on ne coupe pas? Parce que quoi? Parce qu'il n'y a pas encore de ballon dans le jeu. Hein? On a les 3 joueurs, chacun est prêt à recevoir et envoyer le ballon. Donc pour commencer ça, je dois mettre un ballon dans le jeu. Donc je fais P1 balle. Voilà. Maintenant le jeu commence. Ça va vite, hein? Ça fait déjà plus de 2 millions. 3 millions. Plus que 4 millions. Et donc à donc il y a 3 trades. Et il y a des changements de contexte entre les 3 trades. Quand un trade reçoit un ballon, il fait un truc, et après, il attend de nouveau un message. Mais il se met donc en suspendu, en bloqué, et le scheduler va donc lui shipper la tranche de temps et donner ça à un autre trade. Donc chaque joueur a 10 millisecondes par tranche. Mais il va de loin ne pas les utiliser. Hein? Donc les tranches, c'est juste un maximum. Quand un thread reçoit un ballon, il sera un runnable, il sera sélectionné par le scheduler, puis il donne le reste d'une tranche de temps, hein, quelque part entre 0 et 2 millisecondes, et il envoie le ballon au suivant. Ça va très vite. Hein? Il doit simplement calculer un nombre aléatoire, faire une opération point, un set, c'est fini. Ça ne prend même pas une microseconde, hein? Et après il se met de nouveau en attente. Donc pendant une tranche de temps, qui est 10 millisecondes, beaucoup de threads s'exécutent. Hein? Vous voyez ça? Donc les tranches de temps, c'est vraiment un maximum. Hein? Et bon. 27 000, ouais, 28 000, ça va bien. Ça va vite, hein? Mais même, c'est un langage émulé, ça ne compile pas vers du code natif, mais ça reste quand même efficace. Un émulateur, on peut perdre jusqu'à un facteur 10 par rapport à un langage machine, mais bon, avec un bon petit processeur comme ça va quand même très vite. Donc ça, c'est un exemple de playball. Je vais mettre le code, je sais pas si les codes, je vais mettre le code sur le boulot. Vous savez qu'on peut très vite créer des abstractions très sophistiquées. Hein? On commence par new active avec fold, après on crée la classe player, après la fonction pour créer de nouveaux players, après on commence le jeu. On a des agents qui communiquent, c'est juste quelques lignes de code. Ok, avec ça, en fait, j'avais introduit dans Player des objets actifs et ce n'est pas exactement la même chose que les port objects. En fait, on a les port objects et les active objects qui sont deux un peu différents. Et la différence, c'est qu'un active object et son comportement est défini par une classe. Un port objet, son comportement est défini par une fonction de transition. Donc c'est purement fonctionnel. Par contre, un active object, c'est défini par une classe. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Et cette classe a des attributs.
Mais à chaque méthode dans cette classe correspond un message. Et quand on reçoit un message, on invoque la méthode et les attributs de l'objet changent, se mettent à jour. Et ça correspond à un appel de la fonction de transition. Donc un objet actif est donc un objet port-object dont le comportement est défini par une classe. Et c'est très intéressant comme paradigme parce qu'on a les avantages de l'ORT-objet et du message passing concurrency. Donc la programmation ORT-objet est un paradigme très intéressant pour les abstractions. Et les deux caractéristiques les plus typiques sont le polymorphisme et l'héritage, choses que vous connaissez très très bien, je ne vais donc pas les répéter, n'est-ce pas? Et le message passing qu'on vient de voir. Donc en OS, il y a des objets, on a des classes en OS, donc, qui ressemblent très fortement à des classes dans n'importe quel langage, avec une autre syntaxe. Classe, attribut, ATTR, method, c'est une méthode. Les attributs, en fait, ont la même syntaxe que les cellules. I double point égale X. Le petit I, on considère comme c'est comme une sorte de cellule, mais à l'intérieur de l'objet, où I devient valeur de I plus X. Donc c'est la même syntaxe pour les attributs que des cellules, parce qu'on peut les affecter. Donc ça c'est un objet. On peut faire new counter init 0, counter increment 10, counter increment 5, counter get x, browse x. Donc les appels, les objets se ressemblent à les procédures d'un argument. Ça c'est donc un objet en OS. Mais quel est le rapport entre ça et ce que je viens de montrer, les objets actifs? En fait, on peut considérer qu'il y a deux sortes d'objets. Donc, avec new active, on va définir ici, c'est comme new port object, mais on crée new class init. On crée l'objet avec une classe et on renvoie une procédure d'un argument. Donc, ça ressemble à des objets standard OS, mais ça s'exécute dans son propre thread. Ici. Alors, quelle différence? Et là, c'est très intéressant. On peut considérer qu'il y a deux types d'objets. On appelle les objets passifs et l'objet actif. Et ça, c'est une différence qui est très utilisée, qui est très connue, et il y a d'autres langages qui l'utilisent. La plupart des objets dans les langages standards que vous connaissez déjà, comme Java, on va les appeler des objets passifs. Donc des objets que vous créez en Java, on va maintenant les appeler objets passifs. Pourquoi? Parce que ces objets n'ont pas de thread à eux. Quand on appelle un objet passif, il s'exécute dans le thread qui appartient à celui qui appelle. Si moi je suis dans un thread, j'appelle un objet en Java, l'objet va s'exécuter dans le thread de celui qui appelle. Et donc l'objet n'est pas actif en soi. Son activité vient de celui qui appelle, le thread. C'est pour ça qu'on l'appelle un objet passif. Il execute the colors thread. Mais c'est un contraste avec des objets actifs. Un objet actif a son propre thread. Ce n'est pas simplement un objet comme en Java, mais il y a aussi un thread dedans. Et donc, ce n'est pas pareil. Et il y a en fait une grande différence entre les deux, entre objet passif et actif. Et je veux vous expliquer la différence. C'est dans les programmes concurrents. Les objets passifs en Java, c'est difficile à faire des programmes concurrents avec. Par contre, les objets actifs marchent très très bien dans un programme concurrent. Donc dans un programme concurrent, on préfère utiliser des objets actifs. Et je vous donne un exemple. J'ai des objets compteurs, le counter, que j'avais défini
avant, ici, le counter, je le définis en passif, mais je le définis aussi avec new active, en actif. Et l'exécution est très différente. Donc ici à gauche, c'est l'objet compteur en passif. Supposons qu'on a un objet, il y a deux threads, et le T1 va appeler le counter, et le T2 va appeler le counter. Ok? Il y a donc deux threads qui appellent le même objet, à gauche, ici. Mais les deux exécutions vont se chevaucher, overlap, vont s'exécuter en même temps. Et le scheduler, il peut nous un peu nous emmerder là, et ça peut donner des bugs. Je vous explique comment ça. Ces deux exécutions se chevauchent, et c'est pas bon. Un objet passif n'aime pas ça, ça va donner des bugs. Par contre, à droite, c'est l'objet actif. Donc on a toujours T1 et T2 qui appellent le compteur, toujours. Mais en fait, il y a un troisième thread, c'est le thread de l'objet lui-même. Okay. T-counter. Et quand j'appelle deux fois counter, toutes les exécutions se font dans le thread de l'objet lui-même. Et ce thread va exécuter les méthodes de façon séquentielle. Donc les deux exécutions de M vont se faire en séquentiel. Et donc il n'y aura pas de chevauchement et pas de bug. Donc les objets actifs sont parfaits dans les programmes concurrents. Et je vous donne l'exemple du code maintenant. Supposons qu'on a ici à gauche counter, new counter init, je fais deux threads et j'affiche le résultat. Counter ing 1, get x, browse x. Vous voyez ça? Vous comprenez ça? C'est le code. Et à droite, j'ai exactement le même code. Sauf que c'est un objet actif. La seule différence, c'est qu'ici, on a new, et là, new active. C'est actif. Et le code à droite, il est bon. Il n'y a pas de bug. Il va toujours afficher 2. Parce qu'on incrémente deux fois l'objet, c'est un compteur. On affiche, et normalement, ça va afficher 2. Quand les threads sont terminés, ça va afficher 2. Parce que si on affiche tout de suite, ça serait 0. Parce qu'il faut... Mais si, quand les deux threads là sont terminés, on va afficher 2. Mais à gauche, ce n'est pas le cas. On appelle deux fois le compteur, incrément 1, on affiche ça, et on peut afficher 1. C'est donc un bug, on incrémente deux fois, la plupart du temps on affiche 2, mais quelquefois on peut afficher 1. Ça c'est un bug de concurrence. Et ce bug arrive à cause du fait que les objets passifs ne marchent pas dans un programme concurrent. Dans un objet passif, on a cette instruction-là. On fait ça deux fois dans les deux appels. Mais ces opérations ne sont pas atomiques. En fait, on a plutôt x égale la valeur de i, et i devient x plus 1. Ici, on a y égale la valeur de i devient y plus 1. En fait, c'est ça qui s'exécute. Très bien. Mais le scheduler, il est très maléfique et très malin. Il peut, par exemple, supposons que la valeur de i égale 0. On commence par exécuter, il y a deux threads. Il y a le thread ici, commence. On a T1 et T2. Il exécute ça. On a, le scheduler commence à exécuter ça, et il s'arrête juste là. Il a le droit de faire ça. La toute tranche de temps a été épuisée, on s'arrête juste là. Et à ce moment-là, on va exécuter ça. Et on prend la valeur de i qui est 0, on l'incrémente, 0 plus 1 égale 1, et i devient 1. Et ensuite, on retourne ici, le thread est réveillé, mais ce x c'est aussi 0,
et on fait 0 plus 1 égale 1. Ce 1 là, on a dit, le résultat final c'est 1, pas 2. Donc des objets passifs marchent très mal dans les programmes concurrents. Si vous voulez faire un programme concurrent, il faut utiliser des objets actifs. Ok? Et ça, c'est quelque chose qui est connu. Et pourquoi les langages préfèrent souvent les objets passifs? Eh bien, parce que dans certains langages, je ne nommerai pas, mais un des exemples c'est Java, les traits sont très chers. Donc un objet passif, c'est un truc lourd. Et donc on préfère les objets passifs, même si ça peut donner des bugs. Donc il faut faire très attention. Mais il y a d'autres langages comme Erlang, où les objets en Erlang les traits sont très légers. Et en Erlang, il n'y a que des objets actifs en fait. Et donc ce problème n'existe pas. On va voir pourquoi on adore tellement les objets passifs. On va gesticuler, dire c'est à cause de l'efficacité, etc. Mais il faut faire très attention quand on fait des programmes concurrents. Ça ne marche pas avec les objets passifs. Okay? Donc bien comprendre la différence entre objets passifs et actifs. Ok? Bon, c'est tout ce que je veux dire maintenant. Mais la semaine prochaine, on va continuer. On va parler des message protocols. On va faire des protocoles plus compliqués on va regarder plein de protocoles. Ce sont des messages qui sont envoyés pour faire des choses. Donc on va parler du message protocols. Il y a encore une chose que je vais introduire la semaine prochaine. Je vais le mettre à ce moment-là parce que bon, on est presque à la fin et je voudrais le casser quelque part. Je veux aussi parler du garbage collect. Parce que c'est un concept intéressant, la gestion de mémoire. Donc la semaine prochaine, je vais aussi parler de ça. Je vais parler du protocole et du garbage collect. Ok, donc on s'arrête là pour aujourd'hui. Donc voilà maintenant, le message